Tunis a donc été frappé à son tour par le terrorisme. Pour en parler, Chem Sakrouf, spécialiste du renseignement, bonjour. Bonjour. Et Lazare Belac, bonjour. Vous êtes rédacteur en chef de Maghreb Confidentiel. D'abord, une question. Pourquoi la Tunisie et pourquoi maintenant ? Alors, il faut savoir qu'il y a un gouvernement en place depuis début février, qui est le premier depuis la Révolution qui ne soit pas un gouvernement temporaire ou d'union nationale ou sorti de compromis comme ça. C'est un gouvernement qui a été élu, qui comporte aussi, il faut le dire, des ministres islamistes modérés, d'Ennahda. Voilà. C'est le premier qui ne soit pas provisoire. Il faut savoir qu'aussi l'Assemblée, juste à côté du musée, discutait hier même du projet de loi antiterroriste. Voilà. Et par ailleurs, on peut noter que le secteur du tourisme commençait tout juste à se stabiliser. Donc c'est au pire moment pour la Tunisie. Alors l'attaque n'a pas été revendiquée. Est-ce qu'il y a, d'après vous, un lien entre les attentats de Charlie Hebdo et de Tunis ? Est-ce que l'État islamique est impliqué ? Alors ça paraît peu probable qu'il y ait un lien direct avec les commanditaires. Je pense plutôt qu'on est sur de la vengeance, au vu des activités militaires de lutte antiterroriste sur la Tunisie. Il y a des groupes qui ont menacé dernièrement la Tunisie, le gouvernement tunisien. Et on est sur un phénomène de vengeance suite à, je vous dis, à une grosse perte de leurs effectifs, dont certains groupes qui ont fait allégeance précédemment à AQMI, qui ont maintenant depuis fait allégeance à l'État islamique, comme le groupe Aqba Ibn Nafa, qui est un groupe terroriste près de la frontière algérienne, et qui est en train actuellement d'être dissous par les militaires tunisiens. Alors, la Tunisie fournit à l'État islamique l'un de ses plus grands contingents. Les chiffres sont vraiment impressionnants. Entre 3 000 et 4 000 Tunisiens combattent actuellement en Syrie, en Irak ou en Libye. Et on dit que 500 Tunisiens sont rentrés au pays depuis. Comment expliquez-vous un tel phénomène en Tunisie ? Alors, il y a déjà un terreau très fertile parce que la situation des jeunes, et notamment des jeunes diplômés, ne s'est pas améliorée depuis la Révolution, loin de là. Il y avait beaucoup d'espoir en termes d'emploi qui n'ont pas été honorés. Voilà. C'est aussi extrêmement facile de passer la frontière vers la Libye, qui est quand même aujourd'hui la plaque tournante régionale du djihadisme au Maghreb. Et donc voilà, ces deux éléments font que malheureusement c'est très facile pour Al-Qaïda ou l'État islamique ou d'autres groupuscules de recruter en Tunisie. Le mouvement islamiste Ennahda a condamné vigoureusement cette attaque dès hier. Est-ce qu'Ennahda a suffisamment lutté contre le terrorisme lorsque les islamistes étaient au pouvoir après la révolution tunisienne ? Ils disent avoir fait le maximum, ils se prétendent être, donc, au vu de leurs déclarations contre les islamistes radicaux qui basculent dans le terrorisme, on est sur des phénomènes qu'ils ne peuvent pas gérer. Il y a des grosses difficultés financières qui touchent la population tunisienne. J'allais dire c'est plus des mercenaires que des vrais islamistes. On est, pour les groupuscules terroristes qui sont identifiés par les services de renseignement, c'est plutôt des trafiquants de drogue que de vrais islamistes fondamentalistes. Et donc, oui, moi je les crois quand ils disent qu'ils condamnent. De toute façon, politiquement, ils n'y gagnent rien. Moi, j'ajouterais simplement que le ministère de l'Intérieur, qui est l'institution la plus puissante en Tunisie, depuis la Révolution, a été touché par une succession de purges qui ne sont pas seulement le fait d'Ennahda, qui était déjà le fait des gouvernements de transition précédents, qui n'étaient pas islamistes, mais qui ont écrémé les cadres dits bénalistes, à tort ou à raison. Et voilà, ça n'a pas contribué à l'efficacité du ministère. Le fait que Tunis ne soit qu'à quelques centaines de kilomètres de Malte ou de la Sicile, est-ce qu'il faut s'inquiéter ? On dit que les services de renseignement redouteraient que des djihadistes se dissimulent dans des bateaux de migrants. Est-ce que c'est une hypothèse qui est envisagée et qui est redoutée ? Au sein des services de renseignement, la peur réelle, c'est les agents dormants. Ce n'est pas tant de gens qui vont prendre le bateau qu'on ne va pas pouvoir filtrer. C'est des gens qui sont revenus de Syrie ou du Yémen, comme les auteurs des attentats de Charlie Hebdo, et qui sont sur un protocole fantôme où ils attendent des éléments précis pour se déclencher. Ceux-là font peur aux services de renseignement, mais de se dire que des gens vont venir et qu'on ne pourra pas les neutraliser ou les intercepter, ça paraît peu probable.
Paris, Copenhague, Tunis, à chaque fois les terroristes ont préféré la Kalachnikov plutôt que le colis piégé. Ça veut dire qu'aujourd'hui, pour perpétrer un massacre, on a plus besoin d'avoir une grosse logistique ou d'être spécialiste des explosifs. Il suffit finalement de savoir tirer. Il y a un phénomène de capacité de détenir ce type d'explosif, de le faire transiter, d'avoir les composants, alors que dans une banlieue ou dans des coins en France, on peut se trouver une Kalachnikov entre 800 et 1000 euros. Donc c'est la capacité d'avoir de l'armement rapide, et d'ailleurs on voit qu'ils sont capables de faire beaucoup de dégâts avec des Kalachnikov, qui préconisent ce mode d'emploi du terrorisme. Mais s'ils avaient à leur disposition des moyens plus conséquents, ils les emploieraient. Alors, hasard du calendrier, c'est aujourd'hui au Conseil des ministres que le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, a présenté un projet de loi pour renforcer le renseignement antiterroriste. Le texte donne plus de moyens, plus de pouvoir à la police. Est-ce que ça va assez loin ? Alors, je pense que c'est une loi qui va dans le bon sens. Elle va juste normaliser au niveau d'un cadre juridique ce qui était déjà fait avant. Il n'y a aucune technique supplémentaire que les services de renseignement ne pouvaient opérer avant, sauf que là, ils sont dans le cadre de la loi. Donc ça va dans le bon sens. Mais il ne faut pas oublier que plus on a de capteurs, plus on a d'informations. Et donc la détection des signaux faibles ne va pas être pertinente. C'est-à-dire que mettre à disposition des micros, des caméras espions, des balises GPS va donner une masse considérable de données. Comment va-t-on pouvoir capitaliser ce renseignement ? Et ce que la loi ne prévoit pas, bien évidemment. Certains font un parallèle avec le Patriot Act américain. Est-ce que c'est exagéré d'aller aussi loin ? Non, il y a des mesures qui peuvent laisser penser qu'on est dans de l'espionnage de masse. Il y a dans cette loi des bonnes mesures qui permettent justement d'avoir un œil avec des magistrats, avec cette nouvelle commission de contrôle, qui doit valider les demandes. Maintenant, au point de vue opérationnel, il ne faut pas que ça bloque les agents de renseignement lorsqu'ils sont sur une opération où ils ont besoin d'un feu vert direct, parce que maintenant, ils doivent demander l'autorisation et justifier de pourquoi et du comment de tel ou tel capteur de renseignement. Et parallèlement à ça, il faut se poser la question, quand ces enquêtes vont viser des hommes politiques, ces mêmes demandes vont transiter par le pouvoir politique. Donc il y a le risque des hommes politiques soient de moins en moins surveillés quand ils le méritent. Lazare Belak, le président tunisien s'est exprimé la nuit dernière et il a promis la guerre aux terroristes. Est-ce que l'armée tunisienne, est-ce que les services de renseignement tunisiens ont les moyens de mener cette guerre ? Alors l'armée, non. L'armée est relativement petite en fait et peu équipée par rapport à ça. En revanche, il y a de plus en plus de coopération avec les pays occidentaux, les États-Unis, la France, d'autres, pour équiper des unités antiterroristes. Mais voilà, ça c'est quelque chose qui commence tout juste, puisque jusqu'à présent, ces pays n'avaient pas vraiment confiance dans les gouvernements de transition successifs et donc limitaient vraiment leur coopération. Là, le cadre est prêt pour une coopération plus dense, plus fouillée. Bon, après, le ministère de l'Intérieur comme l'armée sont en guerre depuis déjà plus d'1 an contre des éléments djihadistes dans le Djebel Chaambi, qui est une région montagneuse à la frontière algérienne, aux frontières libyennes. Mais malheureusement, en termes de capacité comme en termes d'effectifs, c'est peut-être un peu limite. Merci à vous deux. Voilà ce que l'on pouvait dire sur cette attaque à Tunis qui a donc fait 19 morts. Nous y reviendrons bien évidemment dans nos prochaines éditions. D'abord la météo, Véronique.